Voilà, mesdames, messieurs, bonjour tout d'abord, et puis mieux vaut ne pas prendre trop de retard dès le début, donc autant commencer à l'heure, ce qui est la meilleure manière de ne pas prendre de retard. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'ouvrir très, très rapidement ce colloque international pour toute une série de raisons. La première étant certainement la profonde estime que je nourris envers les deux organisateurs de ce colloque, Jean-Jacques Droesbeek et Alain Irali, mais aussi pour toute une série de raisons, notamment parce que ce colloque est le premier que nous puissions tenir en présence physique à l'Académie après de très longs mois contraints à la communication par écran interposé. Et cette crise sanitaire, bien sûr, nous a forcés à expérimenter un certain nombre de nouveaux moyens de communication qui se sont parfois révélés très efficaces et dont il conviendra de poursuivre la mise en œuvre. Mais cette crise nous a aussi montré ou fait sentir au sens propre ce qui nous manquait et ce qui donnait du sens à nos échanges, au rang des indispensables, des pratiques essentielles, comme on a considéré qu'il y avait des métiers essentiels, le contact humain. Et nous ne l'avions sans doute jamais autant apprécié qu'après en avoir été privés si longtemps, et les organisateurs ont tenu à cette présence physique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons reporté la tenue du colloque initialement programmé. Vous vous en souviendrez peut-être, en octobre 2020. Un report tellement long que finalement l'un des deux organisateurs du colloque, le professeur Jean-Jacques Droesbeek, a eu le temps, et je l'en félicite, de devenir président du groupe Socio-Histoire de la statistique et des probabilités de la Société française de statistique, qui est notre partenaire dans cette rencontre scientifique et que je remercie très vivement. Je suis aussi heureux d'ouvrir ce colloque parce qu'il est profondément inscrit dans l'esprit de l'Académie royale de Belgique, par son sujet et par son orientation transdisciplinaire. Comment, en effet, évoquer l'histoire de la statistique sans évoquer, même un instant, Adolphe Quetelet, qui fut secrétaire perpétuel de notre Académie pendant 40 ans, de 1834 à sa mort en 1874. Et cette journée, entre sociologie, histoire et statistique, ne peut que lui faire honneur, lui qui, à partir de la statistique, construisit les bases de la sociologie ou, si vous préférez, de la physique sociale, comme il l'appelait, lui qui incarne ce dialogue entre les disciplines qui est l'une des principales marques de fabrique des académies. Mais ce colloque s'inscrit aussi dans la réflexion de notre Académie sur les sciences et sur leur impact sur les sociétés. En quoi une société participe-t-elle à la naissance d'une discipline et en oriente-t-elle ses développements? Mais aussi en quoi le recours prépondérant à certaines disciplines peut-il influencer l'évolution d'une société? Ce sont les questions que pose en fait cette journée d'études. S'agissant de l'usage des nombres, les indicateurs de recherche utilisés par les commissions d'évaluation de la recherche en sont une illustration parmi tant d'autres. Ces commissions, souhaitant réduire la part de subjectivité ou de nuance, c'est comme on voudra, dans leur jugement, ont eu vite fait de recourir à des indicateurs qui, comme l'a très bien montré Yves Gingras dans son livre sur les dérives de l'évaluation de la recherche, avaient été créés, en fait pour toute autre chose, pour analyser l'évolution du nombre d'auteurs par article, l'internationalisation de la science, ou même les dynamiques de certaines disciplines dans un contexte de recherche lié à la sociologie des sciences. Ces indicateurs, détournés de leur fonction première, furent mobilisés au début des années 90 dans un processus d'aide à la décision avant de prendre parfois le pas sur celle-ci en se substituant purement et simplement aux arguments qualitatifs. Par voie de conséquence, les stratégies de publication et même de recherche
car on sait bien que certains sujets sont plus porteurs en termes de H-index ou autre joyeuseté, sans trouvère modifiée. Si aujourd'hui, comme dès le XIXe siècle en fait, on tremble parfois à la perspective de l'utilisation des nombres par Quetelet pour décrire, classer et ordonner le monde, la figure d'Adolphe Quetelet n'en reste pas moins tutélaire. Et je rappellerai que c'est à Bruxelles que se tint le premier congrès international de statistique en 1853. On sait les débats que suscitèrent les mesures et les théories de Quetelet entre tenant de la liberté des choix et déterminisme, tenant du déterminisme social. Le crime, la mortalité, l'obésité, mais aussi les pluies de météores, tout était prétexte à la mise en série numérique et posait d'emblée la question de la puissance, mais aussi de l'impuissance des nombres. Le problème n'est évidemment pas le nombre, et moins encore le dénombrement, mais tantôt la traduction que l'on en donne, tantôt sa domination. Dans le cas de l'évaluation que je prenais tout à l'heure en exemple, ce n'est assurément pas la prise en compte de données chiffrées qui pose problème, mais la réduction d'une évaluation d'un travail complexe à un seul nombre, ce qui nous ramène à une forme de symbolique, voire de mystique des nombres. Il est donc important de poser cette question de la mesure et de la démesure, pour reprendre le beau titre de Jean Maouin, et sans doute aussi celle de l'erreur. Le hasard veut que nous ayons accueilli, et Marc Allouin en est l'un des grands artisans, le hasard veut que l'on ait accueilli il y a peu, dans les rangs de notre compagnie, Aurore de l'Aigle. Aurore de l'Aigle, qui, comme vous le savez très probablement, est professeur à la School of Mathematics and Statistics de l'Université de Melbourne et l'une des figures les plus visibles de la statistique contemporaine. Et, comme vous le savez également, Aurore de l'Aigle travaille dans le domaine des modèles dits à erreur sur les mesures. En 2009, elle a publié un article qui a démontré pourquoi, contrairement à toute intuition, des erreurs sur les mesures pouvaient conduire à des estimateurs dont les taux de convergence sont meilleurs qu'en l'absence d'erreur. Puissance, impuissance, et je dirais même une pointe de malignité. Dans tous les cas de figure, la prudence, la critique et la nuance s'imposent. Et je ne doute pas que ces attitudes seront au rendez-vous de cette journée que je vous souhaite dès lors passionnante et très fructueuse. Bienvenue à l'Académie royale de Belgique. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour les mots d'accueil que vous venez de formuler par rapport à non seulement l'auditoire, mais la Société française de statistique que je représente ici par la charge dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je voudrais très brièvement, de manière à pouvoir respecter le temps, vous dire quels sont les points forts de ce colloque. Nous avons voulu, lors de son organisation, essayer de présenter effectivement deux parties tout à fait séparées mais complémentaires. La première, ce sera ce matin, où nous aurons l'occasion de parler justement de ce nombre, de la façon dont on l'a utilisé, dont on l'utilise encore, à la fois dans le cadre des travaux de Quetelet dont vous avez parlé, monsieur le secrétaire perpétuel, et d'une application importante dans l'histoire de la statistique, qui est celui de l'usage de la probabilité dans les décisions juridiques. Pour ce faire, nous aurons trois personnes qui vont intervenir. Tout d'abord, Jean Maouin, qui va commencer avec la première conférence, qui nous parlera d'un sujet qu'il connaît ô combien de façon merveilleuse. Nous viendrons ensuite avec Michel Armat et moi-même pour vous parler de probabilité comme fondement de la statistique morale de Quetelet,
pour vous montrer justement comment cette probabilité est intervenue pour essayer de donner de la force à la statistique morale. Et nous terminerons par quelqu'un qui ne peut pas être présent ici, qui est un collègue espagnol, qui nous parlera justement de la manière dont la probabilité est intervenue dans les prétoires. Et cet après-midi, nous allons aller dans une autre direction complémentaire, qui est la socio-histoire, et nous aurons là aussi trois brillants intervenants. Emmanuel Didier du Centre Maurice Halbach de l'École normale supérieure et de l'École des hautes études en sciences sociales, qui nous parlera de cantodémie, sujet ô combien d'actualité. Aromas de l'Université de Lausanne, qui nous parlera d'enquête et expérimentation sociale à la fin du XIXe siècle. Et nous terminerons, last but not least, par Theodore Porter, qui nous dira comment la connaissance peut être structurée par des systèmes de collecte de données. Ce matin, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir comme président de séance Laurent Masliac, qui est professeur à Sorbonne Université. Je le remercie déjà d'avance d'être très strict en termes d'horaire, comme je vais être très strict moi-même en terminant rapidement. Et après-midi, Alain Herali, qui m'a accompagné dans cette organisation, aura l'occasion de présenter les autres orateurs. Merci encore pour votre présence. Laurent, si tu veux bien, c'est à toi. Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai le plaisir de présider la séance de ce matin et je voudrais ajouter moi aussi le plaisir d'être ici avec un avantage en plus par rapport aux gens qui sont juste venus de Bruxelles, c'est le fait d'avoir pu recommencer à voyager, ce qui effectivement nous a beaucoup manqué. Alors, comme Jean-Jacques l'a dit, il y a 3 exposés ce matin. Les 2 premiers vont s'enchaîner. Directement, il y aura une séance de questions globale à la fin. On m'a demandé d'être assez strict sur l'horaire, en particulier parce que, donc après la pause café qui suivra les 2 premiers exposés, le 3e exposé aura lieu à distance, parce qu'il faut quand même pas perdre trop longtemps le plaisir de retrouver ce genre de pratique. Et donc l'exposé est enregistré, mais il sera suivi par une séance de questions en direct par Zoom. Et donc le calage de temps est assez strict. Donc je vais être assez strict, je vais essayer de l'être avec les orateurs et j'ai prévu de présenter 2 petits panneaux, 5 minutes quand il restera 5 minutes, 2 minutes quand il restera 2 minutes. Et voilà, je vous demande d'avance d'essayer vous-même d'être assez strict vis-à-vis de ça. Alors l'autre point, c'est on m'a demandé de présenter les orateurs. Alors c'est évidemment une tâche compliquée, sauf que comme tous les orateurs de ce matin sont des célébrités, ça va beaucoup me simplifier la vie. Et je vais donc passer la parole tout de suite à Jean Maouin, qui est professeur à l'Université catholique de Louvain et qu'on ne présente plus, qui est à la fois un spécialiste d'analyse, mathématicien, et un historien des sciences et des mathématiques, dont on connaît les très nombreux textes, et qui va donc nous parler de nombres, mesures et démesures. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour la présentation et pour l'invitation. Merci d'autant plus que je suis probablement, dans toute cette salle, l'un de ceux qui connaissent le moins bien la statistique. Et c'est donc arrivé à mon niveau d'incompétence que d'ouvrir cet exposé. Alors, en fait, c'est la faute à Quetelet, parce que j'ai été une des dernières victimes d'une tradition qu'il a imposée, qui consistait à faire donner les cours de probabilité statistique par des astronomes et même des géodésiens, et elle s'est prolongée très longtemps à l'Université de Liège, où j'ai fait mes études. Alors, heureusement, on m'a demandé de vous parler surtout des nombres, et donc je vais vous parler de nombres, avec bien entendu
de temps à autre une petite mention qui les relie à la statistique. Alors, un des outrages les plus terribles qu'on puisse faire à la statistique et au sondage scientifique sérieux, ce sont les micro-trottoirs. Les micro-trottoirs sont malheureusement devenus extrêmement populaires dans nos médias. Et ce qui est surtout dangereux, c'est les informations d'apparence statistique qu'on en tire trop souvent. Si le bon peuple est interrogé sur les nombres, par exemple, ou sur les statistiques, eh bien, il rappellera très vite, je crois, entre deux voilà, qu'on peut, je cite, faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres et qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux statistiques. Il faudra tomber sur un amoureux des régimes autoritaires en plus cultivé pour qu'il cite Georges Clemenceau en disant pour prendre une décision, il faut un nombre impair de personnes et 3 c'est déjà trop. Il faudra aussi qu'il soit connaisseur de Mark Twain pour qu'il cite deux opinions de Mark Twain sur la statistique. Les faits sont têtus, il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. Et il y a 3 sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Pour la petite histoire, d'ailleurs, la statistique semble être particulièrement ostracisée dans ce type de jugement. On fait dire ce que l'on veut. Je n'ai personnellement jamais entendu dire quelque chose comme on peut faire dire ce que l'on veut à la géométrie ou on peut faire dire ce que l'on veut à l'algèbre. Non. Probablement parce que ces disciplines-là influencent moins la vie de tous les jours du citoyen interrogé, ou du moins il le pense. Alors l'expression « on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres » n'a aucun sens pour un mathématicien, parce qu'elle confond chiffres et nombres. Les chiffres, c'est uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, et c'est essentiellement ce que les lettres sont aux mots par rapport aux nombres. Donc, chez les Grecs et les Romains, vous le savez, les chiffres étaient des lettres, ce qui aurait rendu difficile d'ailleurs le succès de certaines émissions de TV s'ils avaient eu la TV. Donc on devrait dire correctement, on peut faire dire ce que l'on veut au nombre, mais la confusion est, heureusement ou malheureusement, entérinée par les dictionnaires parce qu'on donne à chiffre un deuxième sens qui est montant ou valeur d'une chose, et on parle évidemment des chiffres, d'un commerçant qui fait du chiffre, d'un chiffre d'affaires, des chiffres de l'épidémie, même, ou encore il y a une séquence TV récente derrière les chiffres. Napoléon Bonaparte était en fait plus subtil dans ce domaine-là, et je crois qu'il comprenait à la fois la nature humaine et la différence entre chiffres et nombres, parce qu'il disait « les hommes sont comme les chiffres, ils n'acquièrent de valeur que par leur position ». Je crois que c'est une façon très élégante de parler du système, de notre mode de numération. Bon, alors, je crois que ça fonctionne assez mal, mais voilà. L'origine des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres entiers positifs, 1, 2, 3, 19, 36, etc., se perd bien entendu dans la nuit des temps, et je ne vais pas vous en faire l'histoire en déant le temps qui m'est imparti. Alors je vais plutôt prendre une attitude légère et essayer de montrer que ces nombres naturels, dès la nuit des temps, étaient nécessaires, étaient indispensables même à 3 des péchés capitaux. Alors vous connaissez peut-être les péchés capitaux,
On va voir s'ils apparaissent. Voilà, il y en a 7. L'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse. Et évidemment, pour l'avare ou pour le cupide, eh bien, c'est un outil indispensable pour mesurer sa fortune, pour compter ses pièces d'or. Vous connaissez tous le célèbre « Il en manque une » de Don Salluste dans La folie des grandeurs. Titre d'ailleurs révélateur, « Folie des grandeurs ». Et la richesse ne suffit pas en général à l'avare ou au cupide. Il veut non seulement être riche, mais il veut être le plus riche. Il veut être plus riche que les autres, il veut être plus grand que tous les grands d'Espagne. Et ce péché d'orgueil se fonde en fait sur un autre aspect des nombres naturels, c'est celui de permettre d'ordonner une collection. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, 1, 2, 3, 4. Donc ces deux aspects des nombres naturels jouent un rôle essentiel en mathématiques et dans la vie. Alors, on affuble les nombres suivant justement qu'ils servent à compter ou qu'ils servent à ordonner. On les qualifie, ces nombres naturels, de cardinaux, rien à voir avec les princes de l'Église, et d'ordinaux. Alors, je ne vous rappellerai pas, bien entendu, qu'il y a sur les nombres naturels deux opérations fondamentales, qui est l'addition et la multiplication. L'addition qui sert à l'avare à augmenter sa fortune, et la multiplication qui sert aussi à calculer plus rapidement son montant. Alors les deux aspects sont liés, d'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être qu'il fut un temps où, à l'école, eh bien, on additionnait les points de l'année pour arriver à un classement en fin d'année. Donc le cardinal précédait l'ordinal, quoi. Alors les pédagogues ont récemment essayé d'éradiquer à la fois la cupidité, l'orgueil et l'envie, d'ailleurs, qui est liée à tout cela, des écoles, mais il reste encore à le faire en football, en Formule 1 ou dans les jeux télévisés. C'est un vaste programme. Bien, alors, pour faire un peu d'histoire quand même, vous savez que quelques 600 ans avant Jésus-Christ, les nombres naturels ont été mis par Pythagore, une figure historico-mythique peut-être, à la base de sa tentative d'explication mathématique des phénomènes naturels, de la cosmologie et de la philosophie également. Toute chose et nombre était la devise de Pythagore et des pythagoriciens. On dit aussi qu'en écoutant le bruit de marteaux de masses différentes sur une enclume, eh bien, ça lui aurait suggéré la nécessité de recourir à des quotients de nombres naturels pour décrire les rapports de fréquence des sons musicaux. 2/1 pour l'octave, 3/2 pour la quinte, 4/3 pour la quarte, etc. Donc, on voit ainsi apparaître, à côté des naturels, une autre catégorie de nombres qui va peut-être apparaître ou pas, oui, qui sont les nombres rationnels positifs, c'est-à-dire ceux qui peuvent s'écrire comme un quotient, comme une fraction, comme un quotient de deux entiers, de deux nombres naturels, de deux entiers positifs. Alors, l'ensemble des naturels, on les a naturellement, on le désigne naturellement, principalement depuis Bourbaki, par n, et l'ensemble des rationnels, vous me direz, par R, eh bien non, par Q, parce que R était déjà pris, on le verra plus tard. Et Q, c'est comme quotient, donc ce n'est pas si difficile à retenir. Alors, beaucoup plus tard, on a introduit le zéro, qui a priori n'était pas si naturel que cela, et c'est vrai, et puis on a introduit des nombres négatifs, et quand on met zéro et les nombres négatifs, quand on les rajoute au naturel,
on arrive à ce qu'on appelle l'ensemble des entiers, et on le désigne par Z, Z comme entier, bien entendu. Donc tout ça reste facile à retenir, et ces ensembles sont évidemment inclus les uns dans les autres, les naturels dans les entiers et les entiers dans les rationnels. Et le rêve de Pythagore, c'était donc finalement, il avait dû mettre un peu d'eau dans son vin par rapport aux entiers, c'était de construire tout son système du monde et sa philosophie sur les nombres rationnels, parce qu'il souhaitait y inclure la musique également. Or, vous savez que il y a un théorème, dont vous ne verrez jamais l'énoncé en entier, qui s'appelle théorème de Pythagore. Je ne sais pas si c'est une attribution historique correcte ou si c'est une méchante ironie, mais ce théorème dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc si vous appliquez ça à un carré, à un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit valent 1, eh bien 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et donc le carré de l'hypoténuse va être un nombre dont va être égal à 2. Donc la longueur de l'hypoténuse, c'est un nombre dont le carré vaut 2. Et très vite, alors, on a pu prouver, vous en trouverez une belle preuve dans le petit livre de Michel Willem, on a pu prouver que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme quotient de 2 entiers. Donc vous imaginez Pythagore qui veut fonder toute sa cosmogonie et toute sa philosophie et toute son image du monde sur les rationnels, sur des quotients, et pour mesurer la longueur d'un triangle rectangle très particulier, voilà qu'ils ne suffisent déjà plus. Inutile de dire qu'ils ne suffiront plus pour sa cosmogonie, et par conséquent, que faire dans ce cas-là? Essayer de tenir la découverte secrète, mais vous savez, les lanceurs d'alerte existaient déjà à l'époque, et d'ailleurs, d'après l'histoire ou la légende, ils furent sévèrement punis. Donc, pour décrire mathématiquement un monde réel, il faut introduire des nombres au-delà des rationnels, et c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Donc l'ensemble des nombres réels, c'est pour eux qu'on a réservé le symbole R, ont été introduits, d'ailleurs d'une manière assez vague. De toute façon, on savait qu'il y avait des irrationnels, mais on ne savait pas vraiment ce qu'étaient éventuellement les irrationnels, et il aura fallu beaucoup de temps pour définir leur nature profonde. Donc les nombres réels, qui donc coiffent ainsi l'ensemble des nombres, et ce sont les seuls qui nous intéressent. Il y a différents moyens de les définir, ils sont tous un peu compliqués, malheureusement. Le plus simple, c'est peut-être de partir de la façon dont nous les écrivons. Maintenant, nous les écrivons avec une partie entière, 353, et puis virgule, et puis les décimales, celles qui viennent après la virgule, qui forment une suite finie ou infinie d'entiers. Donc ça, c'est la partie fractionnaire qu'on dit, bien que ce ne soit pas. Et on peut partir de cette représentation pour faire une définition précise de ce qu'est un nombre irrationnel, de ce qu'est un nombre réel en général, de ce qu'est l'addition et la multiplication de ces nombres-là. Une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas univocité dans cette représentation. Par exemple, 1, c'est aussi égal à 0,99999 à l'infini. Donc, bien, donc les mathématiques ont été amenées, la géométrie, l'analyse, ont été amenées à introduire ces types de nombres. Alors on peut se poser la question maintenant, puisque nous parlons de statistiques ici,
Est-ce que la statistique a besoin de tout ça? Est-ce qu'elle a besoin, dans sa pratique et dans sa théorie, est-ce qu'elle a besoin de toute cette catégorie de nombres, en particulier de ces réels qui sont un peu difficiles à définir? Bon, on va essayer d'avancer. Alors ça, c'était pour vous rappeler le théorème de Pythagore. Et alors donc, la question se pose, faisons un peu de l'histoire des sciences-fiction, pas d'histoire de la science-fiction, l'histoire des sciences bar fiction. Hein. Qu'est-ce qui serait arrivé si Pythagore avait été statisticien? On peut rêver. Hein. Okay. Alors bon, en statistique, les nombres naturels sont inévitables. Ils apparaissent justement d'office dans les dénombrements. Et Dieu sait si la statistique est friande de dénombrement. Par exemple, hein, pour prendre quelque chose qui est à la mode, dans une épidémie, pour mesurer son amplitude, on a entendu très souvent le nombre de personnes testées, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes hospitalisées, le nombre malheureusement de personnes décédées, etc. Mais bon, ça, ce sont des données brutes qui ne permettent pas toujours d'étudier facilement l'évolution. Et donc, pour cela, on est très vite amené à faire des rapports entre certains de ces nombres. Et on fait le rapport entre le nombre d'infectés, le nombre de testés, etc. Donc, il y a tout un tas de rapports qui apparaissent. Et puisque vous faites des rapports de nombres naturels, bien, vous ne pouvez pas vous passer des nombres rationnels positifs en tout cas. Supposons par exemple, on va illustrer le propos si on y arrive, voilà, qu'au cours d'une semaine, on a mesuré le nombre d'infectés, on a trouvé 5, 6, 4, 3, 7, 4, 6, là. Okay, 4, 8, pardon, et puis la semaine suivante, on a trouvé une autre séquence de 7 nombres, évidemment, 7 nombres entiers. Alors, vous voyez, si on veut savoir est-ce que la situation est meilleure, moins bonne ou équivalente entre ces 2 semaines, c'est pas facile de décider là-dessus. Hein, comparer 2 ensembles comme ça de nombres, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer d'introduire un indicateur et c'est de faire une moyenne, c'est-à-dire d'imaginer un nombre fictifs, si vous voulez, d'infectés, qui sont tels que ça donnerait la même somme après la semaine, mais en supposant que ça reste constant chaque jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne arithmétique, on fait la somme de tous les nombres et on divise par le nombre de jours, c'est-à-dire par le nombre de mesures. Et c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Alors, vous voyez qu'on arrive là non plus à des entiers, mais à un nombre rationnel de nouveau, avec le paradoxe, bien entendu, que vous parlerez de 5,2 personnes, ce qui ne se rencontre pas volontiers dans la nature. Et vous voyez, si vous faites la même opération la semaine suivante, vous allez trouver un autre nombre, et comme on en arrive au rêve sublime, à un seul nombre au lieu d'une suite de nombres, eh bien on peut les comparer, même si on n'est pas très malin. Tout le monde sait que le deuxième nombre est plus grand que le premier, et donc que la situation s'est aggravée. Et donc le donc doit être éventuellement nuancé. Donc voilà comment les rationnels s'introduisent. On aurait pu éventuellement les éviter en prenant une autre moyenne que les statisticiens appellent la médiane. La médiane, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on prend l'ensemble de nombres que l'on considère sur la semaine, on les ordonne dans le sens croissant, et alors on prend comme médiane celui qui est au milieu. Celui qui est au milieu. Donc là, puisqu'on reste dans les entiers, ce sera un entier. Il y a un petit problème quand le nombre est pair, parce qu'ils sont 2 à être au milieu. Donc il faut régler ça, mais ce n'est pas grave. Et vous voyez que dans notre exemple, eh bien là, la médiane sera la même pour les 2 situations. Donc d'un côté, on aura dit la situation s'aggrave. Si on a changé de moyenne, eh bien la situation est stationnaire. Bien. Alors ça, c'est donc une information quand même. C'est une information un peu brute.
mais c'est mieux que rien. Mais il faut aller plus loin, et comment va-t-on plus loin? Eh bien, en étudiant la dispersion de ces nombres-là par rapport à la moyenne qu'on aura choisie. Bon, alors je vais me concentrer uniquement sur la moyenne arithmétique pour ne pas faire deux fois les choses. Donc, on va pour ça introduire, les statisticiens introduisent, ah ben oui, un petit peu, puisqu'on parle d'épidémie, hein, vous arriverez peut-être à lire cela, hein, quand je pense que Jean-Marie Billard nous disait qu'on avait une chance sur 1 million de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Bon. Alors, cette dispersion par rapport à la moyenne, il faudra quand même qu'on demande à l'Académie d'améliorer la projection des diapositives, parce que c'est fort désagréable. On doit calculer pour cela, pour chaque résultat, quel est son écart à la moyenne. Alors l'écart, c'est le résultat moins la moyenne si le résultat est plus grand, ou la moyenne moins le résultat dans le cas contraire, c'est-à-dire la valeur absolue, pour les mathématiciens, de la différence entre les deux. Donc ce sera un nombre rationnel positif, puisque on prend chaque fois le plus grand des deux. Et puis alors, on fait finalement la moyenne de ces écarts à la moyenne. Et on peut faire cela, et on trouve le nombre qui est indiqué. Pour des raisons que je ne vous expliquerai pas ici, il est souvent plus populaire et plus commode de prendre la moyenne des carrés des écarts, ça vous évite de prendre la valeur absolue, et puis alors, pour retomber sur les bonnes dimensions, de prendre la racine carrée de cela, et vous voyez que suivant la moyenne dont vous calculez cet écart moyen, si vous voulez, eh bien, vous pouvez trouver des nombres qui sont différents. Ce qui est intéressant dans le cas de l'écart type, c'est qu'on arrive souvent à un nombre irrationnel. Le nombre qui est indiqué là, la racine de 952 sur 343, je vous jure qu'il est irrationnel. Il faut le prouver. Vous trouverez des informations beaucoup plus précises dans un beau petit livre de Trousbeek et Vorman de Le, ce que nous disent les sondages. On y apprend beaucoup de choses d'une manière fort agréable. Bien. Donc nous sommes déjà arrivés dans notre fiction. Si Pythagore avait été statisticien, eh bien il serait arrivé aussi aux irrationnels. Il n'aurait pas pu se passer des irrationnels. Alors, ces irrationnels, qui sont quand même qu'une structure qui n'est pas encore très, très claire, eh bien, on peut leur donner, on peut les comprendre un peu mieux en reliant maintenant deux choses qui peut-être a priori ne le sont pas dans votre tête, mais qui est fondamentale, en reliant les nombres aux équations. Alors, et aux équations algébriques, nous n'irons pas plus loin que les équations algébriques. Alors la plus simple des équations algébriques, c'est l'équation du premier degré. C'est l'équation AX égale B. AX égale B, où A est différent de 0 pour que ce soit une équation. Et par conséquent, vous savez tous comme moi que l'algèbre, alors, vous donne la solution, une formule. X, ce sera le quotient de B sur A. Donc là, ça nous montre tout de suite ce qui se passe. Si nous restons dans le domaine des nombres naturels, A naturel, B naturel, eh bien, vous voyez qu'en général, l'équation n'aura pas de solution. Le X ne sera pas naturel. Il ne sera naturel que dans le cas où, justement, B est un multiple de A. On touche déjà là un domaine qu'on appelle les équations diophantines et qui peut conduire à des choses extrêmement compliquées, mais pas ici. Donc, d'une certaine manière, pour espérer, pour donner plus souvent une solution à une équation aussi simple, eh bien, même si on se limite à A et B naturels, il faut permettre à la solution d'être un peu plus générale, d'être dans un ensemble plus grand, c'est-à-dire dans celui des rationnels. Donc les rationnels positifs s'introduisent
inévitablement, si on veut que cette équation-là ait une solution. Et c'est un vieux truc de mathématicien, bien souvent, quel que soit le type d'équation qu'ils rencontrent, quand ils n'arrivent pas à avoir une solution dans un cadre donné, ils agrandissent le cadre. Alors, on peut aussi agrandir le cadre, évidemment, en imposant, il n'y a plus de raison maintenant d'imposer à A et B des naturels. Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas rationnels, positifs? S'ils sont rationnels positifs, ça ne change rien. Vous pouvez multiplier les deux membres de l'équation par un même nombre pour les ramener au cas des naturels. Donc vous ne gagnez rien en généralité. Voilà ce petit calcul. Donc, si on prend ce type d'équation et qu'on permet des rationnels comme solution, il y a toujours une seule solution. Alors, prenons une autre équation, à peine différente. Au lieu de ax égale b, prenons ax plus b égale 0. Oui, ax plus b égale 0, avec toujours a et b naturels. Eh bien là, si vous voulez une solution qui soit un rationnel positif, c'est Tintin. Cette équation-là n'a pas de solution. Non seulement dans les naturels, mais dans les rationnels positifs. Pourquoi? Parce que si A, X et B doivent être positifs, eh bien le somme de AX plus B ne donnera jamais 0. Donc si vous voulez que cette forme-là d'équation du premier degré, qui est aussi simple que l'autre, ait une solution, eh bien il va falloir passer au nombre négatif. Donc il va falloir agrandir de nouveau votre cadre et passer à autoriser des solutions qui sont négatives. Bon. Donc, on en arrive à ce moment-là à ce que l'ensemble Q devient l'ensemble de toutes les solutions des équations algébriques. D'un type ou l'autre, elles s'écrivent évidemment maintenant d'une manière unique, puisqu'on ne distingue plus les signes, de toutes les solutions des équations algébriques du premier degré, linéaire, du premier degré, à coefficient dans Z cette fois-ci. Il a fallu prendre des entiers qui pouvaient être négatifs. Mais si on passe maintenant à des équations algébriques de degré supérieur, 2, 3, 4, etc., eh bien, ce théorème, ce résultat-là, il est faux. Et on sait qu'il est faux à cause du théorème de Pythagore, puisque l'équation x carré égale 2, qui est une équation du second degré à coefficient entier, eh bien, elle a la solution racine de 2, plus ou moins, et qui n'est pas rationnelle. Donc, dès qu'on augmente le degré de l'équation, on va avoir des solutions qui peuvent être irrationnelles. De temps en temps, elles sont rationnelles, bien entendu. Et on introduit ainsi, les mathématiciens ont appelé nombre algébrique un nombre réel qui est solution d'une équation algébrique d'un degré quelconque, d'un certain degré, avec tous ses coefficients, ce qui est en facteur des puissances de n, de x, avec des coefficients entiers. Donc les nombres algébriques, il y en a déjà beaucoup, il y en a des célèbres, le fameux nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, qui vaut à peu près 1,618, eh bien, il est solution réelle de l'équation x carré moins x moins 1, dont tous les coefficients sont plus ou moins 1, donc sont des nombres entiers. Et tous les rationnels, évidemment, qu'on avait déjà, sont évidemment algébriques, puisqu'ils sont solution d'une équation du premier degré. Donc, nous avons ainsi caractérisé des nombres irrationnels, et pendant un certain temps, on a peut-être cru qu'on avait ainsi tous les réels, si vous voulez. Jusque quand? Eh bien, jusqu'à ce que Joseph Liouville, un mathématicien français, en 1844, exhibe un nombre finalement relativement simple à écrire. C'est un nombre qui contient ces 0, donc c'est un nombre plus petit que 1, et dans ces décimales, il y a quelques 1 et beaucoup de 0. Donc il y a surtout des 0, et puis il y a des 1. Où est-ce qu'il y a des 1? Et ailleurs, c'est des 0. Il y a des 1 quand la position de la décimale, la position dans le développement décimal,
est une factorielle de n, donc est égale au produit de n nombres entiers. Donc ça, pour n égale 1, c'est 1, pour n égale 2, c'est 2, pour n égale 3, c'est 6, et puis pour n égale 4, c'est 24, et ça augmente très vite, quoi. Donc les trous entre les 1 vont devenir de plus en plus grands. Et alors il a montré, ce n'est pas facile, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas facile, il a montré que ce nombre-là ne pouvait pas être racine d'une équation algébrique à coefficient entier d'un degré quelconque. Donc il a exhibé un nombre qui est certainement irrationnel et qui n'est pas algébrique. Et alors, en plus, dès que vous en exhibez un, vous en exhibez quelques familles. Donc il existe, grâce à Liouville, il existe des nombres qui sont réels et qui ne sont pas algébriques. On les a appelés transcendants. Il ne faut pas reculer devant une histoire pareille. Alors le problème des nombres transcendants, a priori, c'était pas d'en exhiber, enfin après qu'on l'avait fait, c'était quand on vous en donne un nombre réel, est-ce qu'il est transcendant ou algébrique? Alors par exemple pour E, la base des logarithmes népériens, c'est Hermite, vous voyez, pas mal de temps après, 30 ans à peu près après Liouville, qui a exhibé le premier exemple concret, si vous voulez, non fabriqué exprès, de nombres transcendants. Il a montré que E était transcendant et il s'est montré mauvais prophète en disant « Oh, on va encore attendre longtemps avant de savoir si pi, le rapport de la longueur de la circonférence à son diamètre, savoir de montrer si pi est transcendant aussi. » Bon, il a fallu 9 ans seulement pour qu'un Allemand, Lindemann, montre que pi était transcendant. Mais ça continue de nos jours à vérifier qu'un nombre donné est transcendant ou pas. Ça reste un problème extrêmement difficile et il y a beaucoup de questions ouvertes dans ce domaine-là. Bon. Alors, ces nombres transcendants, ils sont difficiles à exhiber, ils sont difficiles à vérifier, mais est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? Bon, c'est difficile, nous sommes dans des ensembles infinis, donc savoir ce que c'est le mot nombreux est évidemment un peu difficile. Alors, en fait, si vous prenez l'ensemble infini le plus élémentaire, peut-être, qui est celui des naturels, et vous prenez comme étiquette, vous avez un tiroir avec comme étiquette tous les nombres naturels, chacun une fois, eh bien, si vous arrivez à étiqueter un ensemble, rien qu'avec ces étiquettes-là, en utilisant toutes ces étiquettes-là et rien que ces étiquettes-là, eh bien, on dit que l'ensemble est dénombrable. Bon, il est dénombrable, ça peut prendre du temps, mais il est dénombrable. Et on montre assez facilement que les rationnels forment un ensemble dénombrable. Par contre, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas trop difficile. Vous trouverez aussi chez Michel Willem une preuve. Eh bien, on montre que l'ensemble de tous les réels, lui, n'est pas dénombrable. On montre aussi que l'ensemble des nombres algébriques est dénombrable. Donc vous avez les algébriques parmi les irrationnels qui sont dénombrables, et puis l'ensemble des réels ne l'est pas. Par conséquent, l'ensemble des transcendants ne l'est pas non plus. Donc les transcendants forment une écrasante majorité, même s'ils sont difficiles à détecter, c'est eux qui forment une écrasante majorité parmi les nombres réels. Je ne sais pas si cette question-là a des implications ou pas en statistique. Des gens plus savants que moi pourront répondre, mais ça a une implication dans pas mal de questions de mathématiques. Donc voilà. Mais quand même, la statistique ne semble pas pouvoir se passer de nombres transcendants, parce que s'il y a une formule, une loi ou une courbe qui est célèbre en statistique, c'est la courbe de Gauss, bien entendu, et ce n'est pas Quetelet qui va me contredire. Et donc, la courbe de Gauss, c'est le graphe d'une certaine fonction qui est écrite là-bas au tableau, et vous voyez que cette fonction-là fait intervenir l'exponentielle, donc le nombre e, et elle fait intervenir pi. Donc les deux transcendants les plus célèbres sont dans la formule la plus célèbre de la statistique, et par conséquent, elle ne peut pas se passer quand même de nombres transcendants. Pourquoi est-ce que pi arrive en statistique? Eh bien, tout simplement parce que si vous calculez l'aire
situé en dessous de la courbe de Gauss, quand tout est bien normalisé, eh bien, vous trouvez que cette R, c'est racine de pi. Donc pi n'est pas seulement utile pour les cercles, mais aussi pour les chapeaux de gendarmes. Alors, si nous revenons au nombre naturel, donc voilà cette fameuse courbe de Gauss, si nous revenons au nombre naturel, eh bien, on l'aura aussi, on a étudié certains sous-ensembles spéciaux des nombres naturels. Il y a une division déjà qui est élémentaire, c'est la division entre nombres pairs, ceux qui sont multiples de 2, et nombres impairs, ceux qui ne le sont pas. Bien, donc ça c'est assez facile. Alors, si vous prenez un nombre impair, bon, eh bien, il peut être parfois divisible par un autre nombre, impair en général, ou bien alors, il peut arriver aussi que, quand vous essayez de le diviser par d'autres nombres, plus petits que lui, bien sûr, eh bien, vous n'arrivez à le faire qu'en divisant par 1, ce qui est évident, et en divisant par le nombre lui-même, ce qui est évident aussi. Et on arrive ainsi à la notion de nombre premier, les nombres premiers. Voilà, hein, donc, il y a 2, 3, 5, 7, etc. Vous pourrez me dire, qu'avez-vous fait de 1 ? Qu'avez-vous fait de 1 qui n'est divisible que par 1 et par lui-même 1 ? Bon. Eh bien, on a décidé de ne pas l'y mettre, pour des raisons d'élégance de formule, de généralité de formule, et on trouvera aussi une autre raison. Bon, alors, ces nombres premiers, en fait, Euclide avait déjà prouvé qu'il y en a une infinité, donc on peut en trouver d'aussi grands que l'on veut, et qu'en plus, si vous voulez, si vous n'avez que les nombres premiers, vous pouvez écrire n'importe quel autre nombre entier d'une seule manière, à l'ordre près, comme un produit de ces nombres-là. Donc, d'une certaine manière, en langage physicien, les nombres premiers, ce sont les atomes des nombres entiers pour la multiplication, puisque quand vous avez les nombres premiers, vous pouvez obtenir les autres comme des molécules, si vous voulez, à partir de ces atomes. Pour l'addition, c'est facile, avec 1, c'est le seul atome pour l'addition, donc ce n'est pas très intéressant. Donc il a été éliminé des nombres premiers, des atomes pour la multiplication, mais il a pris sa revanche pour l'addition. Donc 2, c'est le plus petit des nombres premiers, et c'est le seul nombre premier pair. Alors, une des raisons supplémentaires maintenant, pour la multiplication, multiplier par 1, c'est perdre son temps. Donc on ne va pas aller le mettre dans les atomes pour la multiplication, il nous ferait juste perdre notre temps. Alors, à côté des nombres premiers, on en a introduit d'autres qu'on a qualifiés de parfaits. Qu'est-ce que c'est un nombre parfait ? C'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Un compris, mais pas lui-même, bien entendu, parce que la somme, là, serait tout de suite plus grande. Donc, par exemple, 6, c'est 1 plus 2 plus 3. Il est divisible par 1, par 2 et par 3, et par rien d'autre. Par lui-même, eh bien, 6, c'est 1 plus 2 plus 3. 28, vous avez ces diviseurs-là, et il est égal à la somme. Et le suivant, c'est 496. C'est rare, les nombres parfaits sont rares. La perfection n'est pas de ce monde, disent les sages, mais les nombres parfaits sont rares. Et on ne sait pas toujours s'il y a des nombres parfaits impairs, mais s'il y a un nombre parfait impair, en plus, on sait qu'il doit être très grand. On conjecture qu'il n'y en a pas. On reviendra là-dessus. Bien, donc vous voyez qu'on a introduit là des nombres par des propriétés mathématiques et que ça donne des problèmes, des questions mathématiques intéressantes. Mais, oui, les pythagoriciens ont été au-delà de cela. Ils ont attribué des propriétés humaines ou divines aux nombres. Et ils ont créé ainsi une mystique des nombres, qui est une espèce, ou une arithmologie, si vous voulez, et qui s'est transmise de génération en génération. Elle est en fait, l'arithmologie est à l'arithmétique ce que l'astrologie est à l'astronomie. Alors, ces arithmologues,
en général, n'utilisent pas des propriétés très profondes de théorie des nombres, et même quand ils utilisent des propriétés élémentaires, ils changent de définition au moment où c'est commode, et donc ils arrivent à un processus qui est une insulte aux mathématiques. La relation fondamentale de l'arithmologie pythagoricienne, c'est que 10 vaut 1 plus 2 plus 3 par 4, plus 4. C'est évidemment vrai, mais ça ne peut pas être très profond. Donc, ça veut dire que tout dans leur philosophie doit dépendre de la décade, disent, et de la tétrade, donc 4, si vous voulez. Et alors, le 1, évidemment, par addition, ça engendre tout ce que vous voulez chez les nombres, donc on va lui faire jouer un rôle de créateur universel, etc. Donc, à condition, bien entendu, que tout le reste soit bien engendré par la décade. Alors, pire, les pythagoriciens ont attribué un genre aux nombres naturels. Les nombres impairs sont mâles et les nombres pairs sont femelles. Je ne vous le justifie pas. Et je m'étonne d'ailleurs que les féministes pointus n'aient pas encore réagi, apparemment, autant que je sache, contre le fait que les nombres premiers ne comptent qu'un représentant femelle, 2, et une infinité de représentants mâles. C'est assez intolérable, et il faudrait introduire des quotas dans les nombres premiers, de manière à rétablir l'équilibre. Personnellement, je ne vois pas comment. Possibilité, évidemment, c'est de dire qu'il n'y a que 2 nombres premiers, c'est 2 et 3. Mais c'est gênant pour la théorie. Il faut les bannir, les mathématiques, ou bien alors il faut oublier de donner un genre au nombre naturel, ce qui est peut-être la meilleure solution. Mais les féministes tiennent leur revanche avec les nombres parfaits, car n'oubliez pas que tous les nombres parfaits connus sont pairs, donc femelles, et que la conjecture, c'est qu'il n'existe pas de nombre parfait mâle. Donc ça rétablit un peu l'équilibre. Alors aujourd'hui, est-ce que la numérologie a disparu, Eh bien, on pourrait croire que oui, que l'évolution du monde a fait différente. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. Et au contraire, on assiste à une prolifération de nombres, de façons de caractérisation. On caractérise, si vous voulez, tout un tas de qualités par un seul nombre. Ce qui a commencé avec son indice de masse corporelle, qui mesure l'obésité. Là, le nombre d'or était censé mesurer la beauté, le quotient intellectuel est censé mesurer l'intelligence, en économie, le produit intérieur brut, il mesure la richesse d'un pays, l'indice des prix à la consommation, qu'a si bien analysé M. Armat, eh bien, il mesure le coût de la vie, les indices boursiers sont censés mesurer la santé des entreprises, et même dans le monde académique, le secrétaire perpétuel en a parlé, le Citation Index, ça mesure la qualité scientifique d'une revue, et alors on nous a chacun affublé d'un ou plusieurs indices qui mesurent notre qualité scientifique ou académique. Alors, en médecine aussi, pour votre santé, eh bien, les rapports médicaux, c'est une suite de nombres maintenant avec des barrières relativement arbitraires qui séparent la santé de la maladie d'un organe, et des nombres d'ailleurs qui varient avec le temps en fonction, c'est normal, des progrès de la médecine, mais aussi des intérêts des firmes pharmaceutiques. Je ne parlerai pas des méthodes de numérologie utilisées par les entreprises pour engager du personnel. Alors, la prolifération, ce n'est pas ça qui est inquiétant, c'est le fait que le nombre de croyants et de pratiquants fondamentalistes de ces nombres ne cesse d'augmenter. Alors, il y a un très beau livre de Bell Eric Temple Bell sur
l'histoire des pythagoriciens et leur influence en la magie des nombres. Je crois que s'il devait revenir et écrire un autre tome aujourd'hui, ce serait la dictature des nombres. Voilà, je m'arrête ici et en citant quand même Jean-Jacques Goldman qui dit que, en fait, on peut peut-être échapper à la police, mais pas aux statistiques. Alors maintenant, les statistiques vont commencer et vous n'allez pas y échapper. Merci pour votre attention.